Bonjour et bienvenue dans notre émission hebdomadaire en direct de Mediapart. À partir de 20h, nous allons commencer notre soirée par notre émission rituelle Retour sur nos enquêtes, qui sera ce soir consacrée à l'affaire des attachés parlementaires du FN au Parlement européen de Strasbourg, ainsi qu'à la machinerie Macron, avant une soirée spéciale de Mediapart face à ses abonnés, afin d'explorer ensemble avec nos abonnés les méandres et les difficultés de l'interaction numérique. Mais avant cela, nous allons prolonger notre soirée de la semaine dernière consacrée aux autres voix de la campagne, à ceux qu'on appelle un peu rapidement les petits candidats. Et cette fois-ci, ce sera Philippe Poutou, candidat du NPA, dans notre émission Face à Face. Bonsoir Philippe Poutou. Bonsoir. Alors vous avez 49 ans, c'est votre deuxième candidature à la présidentielle après celle de 2012 où vous avez recueilli 1,15%. Vous êtes le candidat du nouveau parti anticapitaliste, le NPA, et vous êtes ouvrier à l'usine Ford de Blanquefort, non loin de Bordeaux, en tout cas en Gironde. Vous venez ici, comme la semaine dernière, nous avions reçu Oscar Temarou, Henri Guénaud ou Charlotte Marchandise. Si on vous fait venir quelque part si tôt, c'est que nous ne sommes pas sûrs que vous ayez vos signatures, vos parrainages. J'ai cru voir il y a peu que vous en seriez environ à 300. Est-ce le cas? Comment l'expliquez-vous? Allez-vous y arriver? Oui, on est autour de 300 exactement. Bon, ça bouge heureusement un peu de jour en jour, donc je n'ai pas le chiffre à aujourd'hui. Mais bon, voilà, en tout cas, il nous reste beaucoup de travail puisque c'est 200 à peu près encore à récupérer. Et encore que là, on parle de promesses. Hein, donc, mais après, ouais, on est en difficulté, mais en difficulté, on l'est à chaque fois. À chaque fois, ça se joue à très peu et on y arrive au dernier moment. Donc, en fait, c'est une loi pour nous qu'on dénonce, hein, qui est antidémocratique. C'est ça, c'est qu'il y a eu, par rapport à 2012... Il y a eu une nouvelle, une loi changeant la procédure un petit peu de mais même de toute façon, fondamentalement, cette loi est antidémocratique. Et c'est vrai qu'on s'aperçoit qu'il la perfectionne de mandat en mandat. Et à chaque fois qu'il la perfectionne, évidemment, en fait, c'est comment ils arrivent à affiner ce filtre. Et parce qu'une fois qu'on passe, et bien après, sûrement que leur préoccupation, c'est comment faire pour pas que ça passe pas. Et voilà, donc ça renforce à chaque fois. Donc en fait, les modifications qu'il y a, elles sont pas énormes, mais c'est toujours un petit peu plus de pression sur les élus. Voilà, on les met un peu plus en difficulté. Et donc du coup, nous, on se retrouve en plus grande difficulté pour avoir les parrainages, parce qu'en fait, c'est des pressions, c'est le fait de rendre public déjà complètement. C'est ça, les principale innovation par rapport à 2012. Et puis voilà, le formulaire, c'est à eux de l'envoyer maintenant, alors qu'avant on venait le récupérer. Et puis là, on s'est aperçu, enfin c'est tout récent, ils repoussent l'envoi des formulaires officiels. Donc ça sera pour la semaine prochaine plutôt que cette semaine. Donc ils réduisent le temps de discussion, de réflexion ou de conversion des formulaires. Donc voilà, on s'aperçoit qu'à chaque fois, c'est des petites barrières supplémentaires. Et voilà, donc c'est une loi qui est antidémocratique parce qu'en fait, l'objectif, il est clair, c'est supprimer tout ce qui pourrait être candidature non représentative, mais en réalité, ils enlèvent surtout les candidatures de petits partis politiques avec peu de moyens. Et puis au bout du compte, la course au présidentiel, elle se déroule avec les cadors et c'est ça qu'ils veulent en fait. Donc, alors nous, on essaie de passer entre les mailles du filet. On dépense toute l'énergie qu'on a actuellement pour convertir les promesses, tous les maires hésitants qu'on a vus depuis 8 mois, parce qu'en fait, le boulot, on a commencé depuis juin. Et donc on compte y arriver. Maintenant, on n'est pas serein parce qu'on voit bien toutes les difficultés. On constate que les maires en ont ras-le-bol de tout ça. C'est vrai qu'on leur met un peu la pression. C'est vrai que quelque part, il y a du harcèlement puisqu'on les appelle, on les revoit, on insiste pour discuter avec eux et puis pour les convaincre. Eux, ils n'aiment pas cette position-là, nous non plus d'ailleurs, mais il faut quand même qu'on trouve des solutions. Et l'autre aspect qui prend de l'ampleur, c'est les maires qui en ont ras-le-bol donc de ce système-là, mais ras-le-bol aussi de la vie politicienne, ras-le-bol des politiciens qui magouillent, notamment l'affaire Fillon, ça les énerve beaucoup. Vous sentez ça, vous sentez l'effet? Oui, ils le disent, parce qu'en fait, eux, ils subissent les discours de rigueur comme nous, salariés, par exemple, où la population va le subir. C'est-à-dire qu'en fait, on nous dit qu'il n'y a pas d'argent, qu'il faut faire des économies, qu'il faut réduire les dépenses. Et donc les maires, ils ont ce discours-là aussi, parce que la dotation publique diminue, et ils ont des difficultés croissantes sur la gestion des communes. Et quand ils voient des politiciens comme Fillon, en plus, qui sont parmi ceux qui avaient le discours le plus rigoureux, piocher dans les caisses publiques, donc évidemment, ça énerve. Mais le problème, c'est que ça les énerve, mais ça retombe aussi sur nous. C'est-à-dire qu'en fait, leur énervement, il dit, nous, on parrainera plus personne. Voilà, il y a beaucoup ça. Alors voilà, donc du coup, on essaie quand même de les convaincre et de se dire, quand même, moi je suis un candidat ouvrier et anticapitaliste, leur faire comprendre que
on a des raisons d'être là et d'exister et qu'on Oui, n'est parce pas que- comme les autres, quoi. Est-ce que d'une certaine façon, pourquoi se présenter à l'élection présidentielle? Parce que d'une certaine façon, vous participez à ce système-là que vous dénoncez, ou en tout cas qui est dénoncé par les maires, au système politique global, là où en plus vous incarnez plutôt un parti de lutte, c'est comme ça, qui est surtout présent sur les mobilisations sociales, plus que finalement un parti obnubilé par la question électorale. Non, c'est sûr, on a des paradoxes et on les assume. Alors les paradoxes, il y en a plusieurs. Il y a effectivement l'élection, on ne pense pas que c'est ça qui change la vie. On pense que ce sont des mobilisations sociales, donc on l'a vu, de toute façon l'histoire aussi démontre ça. L'autre paradoxe, c'est que la fonction présidentielle, on n'en veut pas, on la dénonce même. Pour nous, c'est une fonction profondément antidémocratique. Hein. Concentrer autant de pouvoir entre les mains d'une seule personne, c'est un gros problème, donc on n'est pas d'accord avec ça. Mais malgré ça, on tient à y être parce que c'est l'occasion de défendre des idées, d'autres idées, les nôtres en tout cas, et puis aussi de montrer qu'on peut faire de la politique autrement. C'est-à-dire qu'on n'a pas forcément besoin de politiciens professionnels, on n'a pas forcément besoin de spécialistes, en tout cas de gens qui nous promettent plein de choses, puis une fois qu'ils sont au pouvoir, ils mènent toujours la même politique. Donc c'est cette idée qu'il faut prendre nos affaires en main, cette idée qu'on doit faire de la politique nous-mêmes, qu'on est des millions de gens, qu'il faut qu'on s'organise, et ça, on essaie de le faire passer. Donc c'est vrai que c'est des paradoxes, mais être là pour dire ça, après on se dit pourquoi on n'y serait pas aussi? Pourquoi on n'y serait pas? Pourquoi on déserterait ça? Pourquoi on les laisserait entre eux? Donc on a envie un peu quelque part de foutre la pagaille, quoi, de dire oui, ce système-là, on le dénonce. On est anticapitaliste, ça veut dire que nous on pense qu'il faut une toute autre société. Donc on a envie de mettre en avant aussi toutes nos idées utopiques, notre rêve d'autre société, d'un monde sans classe sociale, d'un monde sans inégalité sociale, sans racisme, sans préjugés, sans frontières. Et on a envie d'être là pour le dire. Et d'une certaine manière, on n'est pas du tout hors sujet non plus, parce que même si on ne veut pas être président, on peut aussi mettre en avant la question du pouvoir politique. Ce pouvoir-là, on n'en veut pas. Commencer, on n'en veut pas. L'absence de démocratie, on n'en veut pas. Donc c'est aussi, on peut être là pour dire, nous on pense qu'une vraie société démocratique, ça peut exister, de mettre en place des structures qui permettent à la population de décider de ce qui la concerne directement, et puis de discuter des richesses. Voilà, les richesses, elles sont là. Comment on fait? Nous, on pense qu'il faut les partager, mais même plus que ça, on pense qu'il faut exproprier, réquisitionner, qu'il y a aujourd'hui des grands secteurs économiques ou des grandes entreprises capitalistes qu'il faut aujourd'hui prendre en main pour faire que l'économie soit au service de la population. Donc ça, on pense que c'est le lieu pour le dire. Voilà. Parce que, par exemple, notamment lors de nombreuses mobilisations sociales récentes, on voit, et on le voit encore aujourd'hui, fleurir un mouvement clairement de gauche et radical, appelant soit à ce que l'élection n'ait pas lieu, soit à dire que finalement la démocratie ne passera pas par le vote en général, ou même par ce vote-là, préférant plutôt penser aux législatives. Le refus de l'élection démocratique de la Ve République n'a, semble-t-il, jamais été aussi fort. Et pourtant, vous, quand même, vous tenez à être dans ce jeu-là. C'est vrai, ce que vous dites, c'est vrai. Il y a un rejet, on le voit par l'abstention, de toute façon. Hein. Il y a une bonne partie de la population et dans les milieux populaires qui rejettent de plus en plus l'élection, et y compris l'élection présidentielle. On peut avoir un fort taux d'abstention ce coup-ci. Et puis, de toute façon, en règle générale, oui, il y a plein de gens qui pensent que tout ça, c'est de la merde, ça sert à rien. Donc, on le sait. Puis, il y a les milieux libertaires, enfin, tous ces milieux, des milieux qu'on côtoie, des milieux militants, mais même les milieux zadistes qu'on côtoie dans les luttes. Eux, ils disent tout ça. Bon, voilà. Mais ceci dit, on fait un choix stratégique qui est discutable. On respecte tout à fait ceux qui pensent qu'il ne faut pas le faire. Mais nous, on pense que ça vaut le coup d'être là, voilà, pour dire ça et essayer d'être médiatisé aussi pour le dire. Et d'une certaine manière, c'est aussi notre combat qu'on mène. Voilà. Et puis, d'un autre côté, là, je pense à l'extrême droite notamment ou à Le Pen, c'est qu'en fait, on a envie de mener la bataille sur le terrain électoral aussi. C'est-à-dire, en fait, les concurrencer et leur dire qu'en fait, il n'y a pas qu'un vote. Parce qu'on voit bien qu'il y a du désespoir, il y a du désarroi. Et pas mal de gens, même autour de nous, savent pas quoi faire. Et certains se retourneraient ou se retournent vers le vote d'extrême droite. Et on se dit, pourquoi on ne serait pas là pour dire, non, mais votez pas pour des idées réactionnaires ou votez pas pour tout ce qui va se retourner contre nous, quoi. C'est aussi de dire, il y a un autre vote qui est possible. Un vote de conscience de classe, un vote de révolte contre le système capitaliste, un vote plus clair. On essaie au moins de proposer ça. Alors, on va revenir sur la question du Front National. Mais donc, vous présentez effectivement comme le seul candidat ouvrier dans cette campagne présidentielle. Mais au-delà juste de votre statut, qui est déjà beaucoup, parce qu'effectivement, ce n'est pas rien qu'un ouvrier puisse être candidat à la présidentielle, au-delà de cela, quelle thématique vous jugeriez, enfin vous incarneriez qui ne soit pas incarné par d'autres aujourd'hui là dans le paysage? Je pense notamment plutôt à gauche. Est-ce que de Jean-Luc Mélenchon à Nathalie Arthaud, en passant parfois par certains parties du discours de Benoît Hamon, est-ce que vous avez quelque chose en plus à apporter par rapport au discours qui s'y tiennent, aussi bien sur le rapport au travail que sur les autres thématiques? On pense qu'on a une particularité, c'est d'être salarié. Et là, de ce point de vue-là, on a Nathalie Arthaud, lutte ouvrière, et le NPA, effectivement, c'est deux candidats salariés. Donc, à l'opposé de politiciens professionnels qui ont fait toute leur carrière quasiment dans le pouvoir politique ou dans les instances.
et même pour beaucoup anciens ministres. Parce que là, si on devait faire la liste des candidats, la plupart sont des anciens ministres. Donc on a une particularité avec ces deux organisations-là. Après, le problème, c'est que, il est toujours posé, c'est que pourquoi deux candidats anticapitalistes d'extrême gauche, alors qu'on pourrait peut-être que s'entendre. Bon, ben, le problème, c'est que ça le fait pas. Voilà, ça le fait pas. Il y a même pas de discussion. Donc voilà, je vais pas développer là-dessus parce que ça serait beaucoup de choses à dire. Mais par contre, par rapport à la lutte ouvrière, puisque là, comment on se distingue de ça, ben, c'est qu'on a de toute façon aussi des désaccords programmatiques. Voilà, et notamment, on est vachement sur l'idée de la construction d'un parti anticapitaliste large qui regroupe ben, justement toutes les forces militantes, ou en tout cas tous ceux qui sont sur l'anticapitalisme, ceux qui sont révoltés par le système. Donc on a toujours cet espoir-là d'arriver à construire ça. Pas nous d'être les seuls constructeurs, mais de participer à la construction d'eux. Et donc, en regroupant ben, les libertaires, les zadistes, les milieux syndicalistes, associatifs, voilà, nous on pense que le problème il est posé. C'est comment le mouvement social se reconstruit et comment on arrive à mettre en place ou à élaborer un outil politique qui soit le nôtre, hein, un parti qui nous permette de nous défendre, à nous les opprimés. Donc ça, c'est aussi des choses qu'on défend nous. Et après, on a ce qui va nous distinguer. Bon, bah, c'est grosso modo de toute façon tout le programme anticapitaliste. Donc en rupture avec ce système-là, que ce soit la question, la réponse au chômage ou à la précarité. Alors c'est vrai que là on va retrouver sur des choses un peu communes, mais enfin nous on pense qu'il faut interdire tous les licenciements, on pense qu'il faut réduire le temps de travail, on pense qu'il faut la retraite à 60 ans. C'est vrai que là on va retrouver des revendications communes avec d'autres, mais bon, la différence avec Mélenchon ou Hamon, c'est qu'on est vraiment dans une rupture avec le capitalisme. On pense que c'est vraiment la question, y compris même de l'expropriation qui est posée. Et la question de l'autogestion, c'est-à-dire en fait comment les salariés, comment la population prend en main, contrôle directement. Et donc, c'est essayer de pousser plus loin cette idée même de partage des richesses qui paraît des fois même insuffisante, tant les inégalités sont criantes, inacceptables, tant il y a aujourd'hui de richesses indécentes d'un côté et de pauvreté de l'autre. Donc voilà, c'est aussi comment on peut reconstruire la société, renverser le capitalisme et proposer autre chose, quoi. Alors, puisque vous jouez le jeu avec toutes les différences que vous venez un petit peu déjà d'expliquer de la personnalisation politique liée à cette élection présidentielle, finalement, quand même, je me demandais pourquoi encore vous l'avez déjà été, dans un parti qui se revendique de la commune, du turnover un peu du pouvoir. Pourquoi à nouveau vous, et je prolongerai même si vous êtes encore jeune, à bientôt 50 ans, pourquoi un bientôt quinquas blanc, homme, pourquoi pas une femme, pourquoi pas un ou une noire, arabe, pourquoi pas incarner aussi le renouvellement politique, y compris le renouvellement dans le mouvement ouvrier? Ben parce qu'on n'a pas su, voilà, on n'a pas su, on n'a pas trouvé, parce que tout ça, c'est pas simple. On voulait, ça fait partie notamment une camarade, parce que c'est vrai qu'on a Alain Krivine dans l'histoire, Olivier Besancenot et moi, donc on se dit, il y a que des mecs, c'est quand même un petit problème, et on en est conscient. Mais après, c'est pas parce qu'on veut qu'on peut forcément, voilà, donc on n'a pas su. Et c'est vrai qu'après, c'est fini, c'est devenu moi la solution, mais pas parce que c'était la super solution qu'on avait, c'est qu'à un moment donné, on s'est dit que quelqu'un d'un peu connu, finalement, vu les conditions dans lesquelles on se trouvait, vu l'état des forces qu'on avait, et vu voilà toutes les règles antidémocratiques, on s'est dit que c'était peut-être pas plus mal de pas trop se compliquer la tâche. Voilà, donc c'est ça en fait, hein, c'est le mieux qu'on a pu faire. Voilà, donc je suis ce qu'on a trouvé de. Donc voilà, c'est comme ça. Pas mal. Et ouais, je sais pas, mais donc voilà, mais c'est vrai qu'on est conscient que ça pourrait être autre chose. Et moi, en plus, je revendique pas être le meilleur militant ou le meilleur qui pouvait faire ça, ou celui qui parle le mieux, ou celui qui est le plus compétent sur tous les domaines. Mais voilà, donc c'est une discussion. On a pensé qu'au bout du compte, c'était moi qui pouvais être le choix qui nous aiderait le plus dans cette bataille-là. Voilà, donc. C'est quoi les conséquences en cas si vous n'arrivez pas à collecter les 500 parrainages nécessaires, c'est quoi les conséquences de cette non-participation à la présidentielle? Est-ce que, c'est un peu facile ce que je vais dire, mais 100 ans après 1917, c'est le moment de disparition d'un courant historique du mouvement ouvrier? Ou est-ce que, comme vous avez déjà connu ce genre d'échec à la candidature, quelle peut être la stratégie derrière pour continuer malgré tout? Est-ce que c'est un modèle 88 quand la LCR d'antan soutenait la campagne Juquin, c'est se concentrer sur la campagne de notre candidat? Est-ce que c'est un appel au vote à Hello s'ils y arrivent comme ça avait été le cas en 81, ou est-ce que c'est une liberté de vote encore plus large comme en 95 où avait été appelé, où la LCR avait appelé à voter soit Voynet pour les Verts, soit Laguillet pour Hello, soit Robert Rue pour le PCF, si je ne m'abuse. C'est ça, ouais. Non, c'est sûr là pour l'instant on n'envisage pas d'échouer, on fait tout pour y arriver, on pense que c'est important, mais c'est sûr que si on n'y arrive pas, il y aura quand même un côté démoralisant parce que ça fait 8 mois qu'on recherche ça, qu'on a quand même pas mal dépensé de l'argent et de l'énergie pour y arriver, donc forcément ça nous mettra un petit coup quand même.
Mais après, on s'en remettra parce que c'est vrai que c'est pas dramatique en soi parce que nous, après, on militera au quotidien comme on le fait, quoi, dans cette idée de préparer les ripostes de demain. Il y a des batailles à mener. De toute façon, quel que soit le président qui sera désigné, enfin élu, il y aura de toute façon des combats à mener très, très rapidement. Donc on aura de quoi faire et on aura rapidement, on oubliera un peu tous nos malheurs, quoi. Mais c'est vrai que le fait d'être à cette élection-là, c'est toujours ça. C'est peut-être là où on surestime l'élection en elle-même. Mais pour nous, c'est quand même un moyen c'est un porte-voix. C'est quand même, on amplifie. Quoi. Ce qu'on dit dans une réunion à 100, quand on le dit à la télé, on le dit beaucoup plus fort. C'est donc à la fois un programme, mais surtout des perspectives. C'est quand même bien de pouvoir être là, de pouvoir dire, nous, on pense ça. Donc, c'est pour ça que l'élection, pour nous, c'est un moment important dans la vie politique, parce que ça amplifie les voix, ça fait entendre un peu mieux, et puis on touche plus de gens, puis voilà, quoi. Donc après, c'est sûr que ne pas y arriver, ça nous embêterait de ce point de vue-là, mais tout le boulot qu'on a fait, on sait qu'il faudra le construire, et on sait que de toute façon, l'élection, elle ne répond pas à tout. Donc, Alors, on ne va pas revenir effectivement sur pourquoi le non-accord avec Lutte ouvrière, on ne va pas rentrer dans les détails des scissions, de l'historique du trotskisme français. Mais avec Jean-Luc Mélenchon, parce que là, je vois bien quelle différence il peut y avoir, mais on a quand même un candidat qui porte plusieurs de vos idées, pas toutes loin de là, mais quand même plusieurs, et qui est, selon les enquêtes d'opinion, mais même qui sort d'un score en 2012, lui, de 11%, qui est dans une position, vu l'incertitude globale et générale, d'être bien placé au premier tour. Pourquoi ne pas le soutenir ? Parce qu'on ne dit pas la même chose, quoi, parce qu'on a d'autres idées. Après l'élection présidentielle, c'est pas. Enfin, c'est vrai moi, je le vois, on le dit, comme on est petit, autant se rallier au plus gros, quoi. Voilà. Sauf que l'élection, ça peut être aussi l'occasion d'un débat politique, quoi. Pourquoi on ferait disparaître? Alors, comme par hasard, celui qui doit disparaître, c'est l'ouvrier, évidemment, pas celui qui est le politicien professionnel, pas l'ancien ministre. Et puis, celui qu'on fait disparaître, ce serait donc l'idée anticapitaliste et la perspective de lutte sociale. Donc, nous, on ne tient pas à faire disparaître ça. On a ces particularités, on veut les mettre là. Vous pensez qu'il ne peut pas l'incarner? Non, il ne peut pas l'incarner. Il ne l'incarne pas, d'ailleurs. Il ne veut pas spécialement l'incarner. Alors, c'est toujours compliqué ces discussions-là parce qu'on n'a pas spécialement envie de cartonner Mélenchon ou de le critiquer. D'ailleurs, quand on le fait, après, je me ramasse plein de trucs sur Facebook. Donc, je vais éviter ça parce que j'ai envie d'avoir la paix un peu dans les jours qui viennent. Mais ceci dit, on n'est pas d'accord. On n'est pas d'accord, évidemment. On a envie de défendre toute autre chose. Et on a plutôt envie de nous défendre nos idées. Par exemple, plutôt que de critiquer ce que fait Mélenchon ou ce que dit Mélenchon, on va défendre nos idées et on va comprendre un peu les désaccords qu'on a. Par exemple, nous, sur la question internationale, on est pour l'ouverture des frontières, on est pour l'ouverture, donc la liberté de circulation et d'installation, on est pour l'accueil de tous les migrants. On pense qu'il y a largement les moyens d'accueillir décemment les migrants, que ce soit du logement et puis même du boulot. Et ça ne s'oppose pas d'ailleurs à tous les Français qui n'ont pas de logement et qui n'ont pas de boulot. On pense qu'il devrait y avoir une société qui est solidaire et qui donc priorise et donne les moyens pour faire que les gens vivent décemment. Et donc, nous, de ce côté-là, on est pour l'ouverture des frontières et on est internationaliste. On pense ce qui compte, c'est la solidarité internationale des peuples et des travailleurs. Et donc, toutes nos réponses politiques, d'ailleurs, sont là-dessus. On pense que c'est la révolte des peuples, c'est la lutte des peuples. Et comment on coordonne tout ça? Notre vision, elle est là. Elle n'est pas une vision diplomatique ou de chef d'État, de rapport entre États, un peu comme elle a l'air de le voir Mélenchon, quoi. On n'est pas du tout sous l'influence ou la domination ou le respect d'un Poutine, de tous ces gens-là. Voilà, nous, on pense que c'est vraiment comment par en bas ça peut se passer. Donc voilà, et puis, et puis après, même, il y a des tas de divergences. Enfin, nous, on est vraiment en rupture du capitalisme. Donc, on pense qu'il faut réquisitionner les banques, on pense qu'il faut socialiser les banques, il faut que ce soit un monopole public bancaire. On n'est pas dans la nuance en disant, bon, si on pouvait fusionner ou séparer plutôt banque d'affaires, banque de dépôt, on n'est pas là-dedans. C'est vrai que nous, on a des solutions radicales. Et nous, on pense qu'on ne peut pas faire de la demi-mesure. Et puis après, pour finir vite, là, ça concerne aussi Hamon. C'est que Hamon ou Mélenchon, de toute façon, sont complètement discrédités dans l'idée de pouvoir représenter demain une vraie gauche. Voilà. Ils ont fait ce qu'ils ont fait. Pourquoi ? Parce qu'ils ont tous été ministres. Ils ont tous été dans un parti qui a trahi, largement trahi. Après, il faudrait discuter est-ce qu'ils considèrent que ce sont des erreurs ou pas, leur passé et tout. Mais voilà, on a un parti qu'on ne souhaite pas rafistoler, qu'on ne souhaite pas sauver. Nous, on pense qu'aujourd'hui, ce n'est pas une nouvelle gauche chouette qui arrive. Ce serait une vraie gauche de combat, une gauche anticapitaliste et un vrai parti pour les exploiter comme nous, mais que ce soit notre outil à nous. Donc, et eux, ils ne peuvent pas représenter cette perspective-là. Ils ont trop été dans les rouages du pouvoir, ils ont passé leur vie à faire ça. Et puis là, même le truc de discussion qu'ils ont eu, là, qui est pitoyable, parce qu'en fait, tout le monde savait, il y avait un vrai faux suspense. C'était pas possible qu'ils s'entendent, parce que l'un et l'autre tiennent tellement à être là que, donc, on fait semblant, ça joue. Ils se sont échangés des phrases. Voilà, bon, non, il y a un truc plus sérieux à faire, et c'est vraiment discuter d'un outil politique qui permette de préparer les luttes, de les organiser.
Et donc, de ce point de vue-là, il y a vraiment des différences importantes. Mais ceci dit, après, et je tiens à le dire, c'est que les militants qui sont derrière Mélenchon ou même dans le Parti socialiste, c'est des militants qu'on côtoie dans les luttes, dans les manifestations, dans les syndicats, dans les collectifs divers et variés. On milite avec eux, on se bat avec eux. Et le problème qui est posé, c'est pour ça qu'on veut s'adresser à eux. C'est que nous, on pense qu'il faut arrêter de courir derrière un gourou, derrière quelqu'un qui se présente comme celui qui va être capable de sauver tout le monde. Et à un moment donné, il faut qu'on fasse nous-mêmes, quoi, qu'on se pose. Et nous, on essaie de représenter cette perspective-là. Et moi, l'ouvrier, c'est un peu ça, quoi. Voilà, c'est ça, c'est de dire, moi, je suis ouvrier dans une usine, et moi, je fais ça. C'est pas la politique, ça doit pas être une vie, ça doit pas être super bien payé, ça doit pas être des permanents comme on a. Voilà, il faut on se démerde, quoi. Et c'est un peu tout ça qu'on veut faire passer. Donc de ce point de vue-là, il y a quand même des différences et on a toutes les raisons d'être là pour justement défendre cette autre chose, quoi. Ces différences, cette autre chose à défendre, est-ce que il est toujours tenable, on en parlait au début de cette émission, face à une hypothèse Marine Le Pen qui semble quand même toujours plus menaçante par rapport à d'autres élections où on pouvait très bien entendre ce discours. Est-ce que là, il n'y a pas une nécessité à se dire, la question essentiellement quand même pour Mélenchon et Hamon, dont l'addition des forces provoquerait une réelle concurrence, mais elle se pose également à vous, à tous ceux qui incarnent aujourd'hui les divisions de la gauche dans leur ensemble. Est-ce que face à l'hypothèse Marine Le Pen, il n'y a pas de nécessité à mettre de côté certains des désaccords, importants certes, mais finalement pas primordiaux face à la possibilité du Front National? Ben non, que dalle, parce que en fait, Le Pen, elle est le produit d'une crise, c'est sûr, d'une crise brutale, avec une misère profonde, avec donc du désarroi des gens face à la précarité, tout ça. Donc il y a ça. Mais Le Pen, c'est aussi le produit des trahisons de la gauche. C'est parce que la perspective collective ou la perspective de progrès social a été démontée, niée, trahie par ces gens de gauche. Et là, je parle de l'expérience Mitterrand, de Jospin et de Hollande. Et c'est ça. Et à chaque fois, d'ailleurs, Le Pen et le Front National, ils ont bondi suite à des passages de gauche. Et eux, ils sont là-dedans, ils ont joué à ça. Ils ont leur part de responsabilité. Donc, du coup, là, on n'est pas en train de dire est-ce que on va se calmer un peu, on va choisir le moins grave. Non, le plus grave, c'est déjà ce qu'a fait la gauche. Donc, après, nous, comment on fait dans ces cas-là? Et on est toujours pris dans le chantage-là. C'est-à-dire qu'en fait, parce qu'il y a Le Pen, il faudrait se taire, il faudrait se regrouper. Pas du tout, d'accord? Donc, au contraire, il faut discuter ouvertement de la nécessité d'un combat social. Et si on veut repiquer les voix qui vont vers Le Pen, enfin, celles des milieux populaires, celles qui sont pas racistes ou de celles qui, tout simplement parce qu'ils croient que la solution, c'est la pseudo côté peuple, mais pour les regagner, ça veut dire aussi retrouver un discours radical, un vrai discours de gauche, et réaffirmer les idées utopiques de la gauche, quoi. Même le monde sans frontières, hein, antiraciste, réaffirmer ça, que les opprimés, ils ont pas à être divisés. Et on a trop de politiciens à gauche qui jouent là-dessus, qui jouent même des fois qui reprennent des préjugés qui sont très problématiques. Et l'histoire des frontières, mais même le protectionnisme. À gauche, on a trop de gens qui défendent le protectionnisme, ou même un discours ambigu sur l'Union européenne. Nous, on est contre l'Union européenne, on est pour la détruire, on est pour une Europe des peuples, et donc ça passera par combattre celle qui existe aujourd'hui, mais pas au nom de se réfugier derrière nos frontières, pas au nom d'un soi-disant protectionnisme qui nous protégerait, comme s'il y avait des patrons français ou une économie française à préserver. On n'en est pas du tout là-dessus. Et tout ça, ça fait un peu le jeu des préjugés réactionnaires dont Le Pen récupère ça. Donc c'est pour ça qu'on pense qu'il faut vraiment construire une gauche de combat politique révolutionnaire, même, de dire oui, il faut une autre société, il faut d'autres bonhommes pour le faire. Il ne faut pas ceux qui ont traîné dans les allées du pouvoir pendant des années et puis qui sont donc responsables en partie de tout ça. Comment expliquez-vous, justement par rapport à cette radicalité, face à cette gauche dont vous dites qu'elle trahit régulièrement, qu'un parti des luttes comme le NPA ne profite pas d'un mouvement social comme il y a eu sur la loi travail? Est-ce que c'est à cause d'une faiblesse militante, de votre faiblesse militante actuelle, qui fait que vous ne recueillez pas, vous êtes présent, vous avez été présent dans toutes ces mobilisations? Je parle de la grande mobilisation sur le travail, mais également sur les mobilisations ponctuelles ou locales, sur les hôpitaux, sur des postes en grève, y compris sur les manifs contre les violences policières. Mais vous ne semblez pas en bénéficier de cette participation-là aux luttes. Comment cela s'explique, d'après vous? Ben là, je ne vais pas faire le malin. Il y a des trucs qu'on ne sait pas. Et c'est vrai que des fois, c'est même assez préoccupant de voir comment ça se passe et de se trouver, enfin nous, pas que nous, le NPA, parce qu'on pourrait discuter aussi de l'affaiblissement des forces militantes dans les syndicats ou dans pas mal de milieux associatifs. Hein. On voit bien que finalement, petit à petit, on se fragilise plutôt qu'autre chose. Donc oui, il y a certainement des choses qu'on ne sait pas faire. Il y a certainement des choses qu'on fait mal, qu'on n'explique pas bien. Il y a tout ça, ça doit jouer. Mais en même temps, il y a aussi une crise qui est très dure. Et on n'a pas suffisamment de force pour représenter autre chose. On n'a pas de crédibilité aussi politique, donc ça doit jouer aussi.
Et on voit bien que aussi les dégâts de la crise, c'est des dégâts pas que financiers, c'est pas qu'une pauvreté, une précarité, c'est aussi une destruction d'une idée collective, c'est aussi des solidarités qui tombent. Et toute cette fragilité-là, on la paye très cher, quoi. Et c'est tout le problème, c'est comment on reconstruit le mouvement social, comment on reconstruit une conscience collective. Et ça, pour l'instant, voilà, on est malheureusement même en plus éparpillé, parce que vous parliez tout à l'heure de la division extrême-gauche. Voilà, même le mouvement syndical est très divisé. On a pour beaucoup des habitudes boutiquières, on milite dans son coin et tout ça. Donc c'est comment on arrive à se débarrasser de ces barrières-là, de tout ce qui nous freine, de tout ce qui nous fragilise encore plus. Voilà, on n'a pas résolu. Mais maintenant, affirmer ça en étant solidaire d'autres courants et tout ça, il faut qu'on arrive à le faire, quoi. Et nous, on tient quelque part à lancer cet appel de la nécessité et l'urgence qu'il y aurait de se regrouper, de discuter de ça et d'être moins con dans la situation actuelle. Parce que des fois, on se complique la tâche nous-mêmes, quoi. On a aussi des réflexes ou des habitudes qui n'aident pas. Donc voilà, c'est aussi en capacité de se remettre en cause. Mais moi, je pense que le problème fondamental, c'est quand même la brutalité de la crise qui écrase les gens. Et il y a vraiment un climat de résignation, un climat un sentiment d'impuissance. Là, au boulot, là, à Ford, par exemple, on a fait grève aujourd'hui. On est monté à Paris pour aller à Bercy parce que Ford Europe rencontrait le gouvernement et pour discuter de notre usine, mais sans nous. Donc, on a dit, on y va. Il n'y a pas de raison que ça se passe sans nous. Et on était une quarantaine. On est 900 à l'usine, une quarantaine, et alors que tout le monde à l'usine est convaincu que Ford est en train de nous rouler dans la farine et que ça va mal se finir. Et tout le monde en est convaincu, mais beaucoup de collègues disent « Ouais, mais bon, ça sert à rien, on va pas y arriver. » Et ça c'est très dur. C'est-à-dire, comment on fait pour qu'on retrouve un peu la niaque, comment on retrouve l'espoir dans la lutte collective, et il n'y a pas ça, ou très peu. Ce qui est un paradoxe avec la loi travail, où la lutte... et on voit bien qu'on est dans une situation où, d'ailleurs, le mouvement contre la loi travail, il n'a pas changé le truc. Il laisse un espoir, il laisse des traces et on pense qu'on va pouvoir s'appuyer dessus, que c'est peut-être même le début d'un changement social. Mais le fait est qu'aujourd'hui, ce qui domine, c'est la résignation. Et dans ce climat-là, ce qui marche mieux, c'est les idées à la con à la Le Pen, raciste ou s'en prendre à celui qui est plus pauvre que nous. Ça, c'est sûr, ça marche un peu mieux. Ou ce qui marche un peu mieux, c'est les illusions dans un gourou, dans quelqu'un qui va regardez, votez pour moi. C'est sûr, c'est facile, on vote pour quelqu'un, après c'est fini. Nous, on dit que non, ça suffit pas de voter. C'est nous, il faut vraiment qu'on se batte, qu'on prenne nos affaires en main. Et dans le climat actuel, ce qu'on dit, ça plaît, il y a de la sympathie, mais c'est pas ça qui fait que. Donc après, à nous, à un moment donné, mais ça dépendra aussi du climat social. Et c'est sûr que si demain, il y a une énergie qui arrive, enfin, il y a un espoir, je pense que là, on sera beaucoup mieux, beaucoup plus à l'aise. Mais c'est ça qu'on essaie de préparer. Eh bien, l'appel a été lancé. Merci Philippe Poutou d'avoir répondu à nos questions. Et puis bon courage pour cette quête des signatures. Vous avez encore donc 3 semaines pour trouver... Course contre la montre. 200 Je rajoute juste, s'il y a un peu de temps, parce que là, on a parlé des sujets, mais c'est vrai que je le dis parce que c'est important aussi. On est antiraciste avec l'internationalisme, donc vous avez parlé des luttes contre la violence policière. Nous, on pense qu'il y a aussi un racisme policier, donc ça c'est important à dire, on est dans ce combat-là. Et on est aussi dans une lutte écologique pour l'environnement. Et on soutient les ZAD, mais au-delà de ça, on pense qu'il y a une urgence à avoir une politique qui réponde à tout ça. Et ça pose le problème d'un service public de l'énergie, en rupture là aussi avec la rentabilité capitaliste. Donc ça, c'est important parce que ça fait partie des aspects de notre programme qu'on met en avant. Et souvent, c'est en arrière parce qu'on discute toujours de ce qui est le plus urgent. Mais en réalité, la question environnementale est très urgente. Et l'autre aspect aussi, c'est tous les préjugés réactionnaires. Il y a la question du sexisme ou de l'homophobie. Et là aussi, ça fait partie des choses qu'on met en avant. Il y a une bataille à mener parce qu'on voit le danger qu'il y a, comment la crise, elle ramène des tas de préjugés. Et comment, du coup, la fragilité de notre camp social, elle se traduit aussi par une remontée des attaques contre des personnes ciblées, et notamment les femmes, la précarité, les violences, et puis même la question de l'avortement. Enfin, on voit tout ça. Donc ça fait partie aussi du programme qu'on a. On essaie de discuter un peu tous ces aspects-là qui, en fait, sont complètement liés à la façon dont on peut se défendre par rapport aux attaques du capitalisme. Très bien, merci beaucoup Philippe Poutou. Avant